Comment arrêter la plus grande force d'invasion que le monde antique ait jamais vue? Imaginez ceci. Septembre 480 avant Jésus-Christ, les détroits étroits entre Athènes et l'île de Salamine. D'un côté, 1207 navires de guerre perses. Chacun était rempli de troupes d'élite, d'archers et de fantassins de marine. De l'autre côté, seulement 360 et 11 trirèmes grecs. Elles étaient équipées d'agriculteurs, de marchands et d'esclaves qui avaient à peine appris à ramer en formation. L'Empire perse avait déjà réduit Athènes en cendres. Leur roi, Xerxès, était assis sur un trône d'or surplombant l'eau. Il était confiant d'être sur le point d'assister à la destruction finale de la civilisation grecque. Mais voici le rebondissement. Au coucher du soleil ce jour-là, les 2/3 de sa flotte reposaient au fond de la mer Égée. Le cours de la civilisation occidentale serait changé à jamais. Quelle arme secrète les Grecs possédaient-ils? Quel génie tactique a transformé une annihilation certaine en la victoire navale la plus décisive de l'histoire antique? La réponse ne réside pas dans des nombres ou une technologie supérieure. Elle se trouve dans quelque chose de bien plus dangereux. Pour comprendre à quel point les chances étaient contre les Grecs, nous devons remonter 10 ans en arrière. En 490 avant Jésus-Christ, la première invasion perse avait débarqué à Marathon. Là, 10 000 Grecs firent face à 25 000 Perses. Contre toute attente, les Grecs remportèrent la victoire, mais ils savaient que ce n'était qu'un répit. L'Empire perse s'étendait de l'Inde à l'Égypte. Il englobait 44% de la population mondiale de l'époque. Plus de 50 millions de personnes répondaient à un seul homme, le roi Darius Ier. Quand il mourut en 486 avant Jésus-Christ, son fils Xerxès hérita non seulement d'un empire, mais aussi d'une obsession pour la vengeance. Xerxès passa 4 ans à préparer une force d'invasion si massive que les historiens antiques eurent du mal à la décrire. Hérodote, écrivant seulement une génération plus tard, affirma que Xerxès avait rassemblé 2 600 000 combattants. Cependant, les historiens modernes estiment ce chiffre plus proche de 200 000 soldats. Il y avait aussi 1207 navires de guerre. Malgré cela, ces chiffres étaient stupéfiants pour le monde antique. La machine militaire perse était terrifiante non seulement par sa taille, mais aussi par ses antécédents prouvés de brutalité absolue. En 494 avant Jésus-Christ, lorsque la cité grecque de Milet se révolta, les Perses ne se contentèrent pas de la conquérir. Ils l'anéantirent. Chaque homme fut exécuté. Chaque femme et enfant furent bientôt vendus comme esclaves. La ville elle-même fut si entièrement brûlée qu'il fallut des décennies pour la reconstruire. En 492 avant Jésus-Christ, la population entière d'Érythrée, soit environ 10 000 personnes, fut déportée dans les profondeurs de la Perse pour ne jamais revenir. Les Perses avaient conquis Babylone, la plus grande ville de Mésopotamie. Ils avaient soumis l'Égypte, une civilisation vieille de plusieurs milliers d'années. Ils avaient écrasé l'Empire lydien en quelques mois. Leur force incluait les légendaires Immortels. Ce corps d'élite de 10 000 guerriers était ainsi nommé parce que lorsqu'un d'entre eux tombait, il était immédiatement remplacé. Cela les faisait paraître invincibles et éternels. Leurs unités de cavalerie étaient les meilleures du monde. Leurs archers pouvaient obscurcir le ciel avec leurs volées de flèches. Leurs navires de guerre, construits par les Phéniciens et les Égyptiens, étaient armés par les marins les plus expérimentés de la Méditerranée. Face à ce mastodonte se tenait un ensemble de cités-États grecques. Elles passaient plus de temps à se battre les unes contre les autres qu'à coopérer. Athènes avait une population d'environ 250 000 habitants, y compris les esclaves. Sparte, la grande puissance militaire, ne pouvait aligner que 8 000 hoplites. L'alliance grecque entière comptait peut-être 40 000 soldats pour défendre leur patrie. Pire encore, ils étaient divisés par d'anciennes rivalités et des querelles politiques. De nombreuses villes grecques, dont Thèbes et Argos, se rendirent simplement à la Perse sans combattre. Elles croyaient,
que la résistance était un suicide. Les Grecs n'avaient même pas de structure de commandement unifiée. Ils n'avaient même pas de marine permanente significative. Ils n'avaient donc aucune expérience des batailles navales coordonnées à cette échelle. Leur population civile était largement non entraînée à la guerre. Athènes elle-même n'était protégée que par des murs de bois. Ceux-ci semblaient lamentablement inadéquats face à l'équipement de siège que les Perses avaient perfectionné en conquérant des dizaines de villes fortifiées. Quand des éclaireurs annoncèrent que Xerxès construisait un pont de bateau à travers l'Hellespont, un détroit de près d'1 mille de large, juste pour faire marcher son armée en Europe, de nombreux Grecs abandonnèrent simplement tout espoir. La crise commença sérieusement en août 480 avant Jésus-Christ. Les éclaireurs perses atteignirent les Thermopyles, un étroit col de montagne. C'était la dernière position défensive nord de la Grèce. Le roi Léonidas de Sparte était arrivé avec seulement 300 Spartiates et environ 7000 Grecs alliés pour tenir le col. Pendant 2 jours entiers, ils résistèrent vague après vague aux attaques perses. Ils tuèrent environ 20 000 soldats ennemis. Ils perdirent moins de 2000 des leurs. Mais le 3e jour, un traître grec nommé Éphialtès montra aux Perses un sentier de montagne qui contournait entièrement le col. Léonidas, réalisant qu'il allait être encerclé, renvoya la majeure partie de son armée. Il fit sa légendaire dernière résistance avec ses 300 Spartiates, 700 Thespiens et 400 Thébains. Ils se battirent jusqu'au dernier homme. Leurs corps furent retrouvés des jours plus tard, hérissés de flèches comme des coussins à épingles entourés de montagnes de morts perses. La chute des Thermopyles envoya des ondes de choc à travers la Grèce. La route vers Athènes était ouverte. Fin août 480 avant Jésus-Christ, l'Assemblée athénienne fut confrontée à un choix impossible. Soit rester et défendre une ville aux murs indéfendables, soit abandonner complètement leur foyer. C'est ici que Thémistocle entre dans notre histoire. Comprendre cet homme est crucial pour comprendre comment cette victoire impossible fut obtenue. Né vers 524 avant Jésus-Christ dans une famille athénienne respectée mais pas riche, Thémistocle fut connu dès sa jeunesse pour son intelligence astucieuse et son ambition politique. Contrairement à de nombreux politiciens athéniens qui héritèrent de néant de leur position, Thémistocle s'est hissé par la seule force de sa personnalité et de sa brillante stratégie. Il avait servi comme archonte, l'un des plus hauts fonctionnaires d'Athènes. Il avait passé des années à avertir tous ceux qui voulaient bien l'écouter que la Perse reviendrait. Mais Thémistocle possédait quelque chose de rare. Il pouvait voir au-delà de la crise immédiate pour embrasser la grande image stratégique. Tandis que d'autres se concentraient sur les défenses terrestres, Thémistocle devint obsédé par la puissance navale. En 483 avant Jésus-Christ, Athènes découvrit un riche gisement d'argent dans les mines du Laurion. La plupart des citoyens voulaient se partager le gain inattendu. Chaque homme aurait reçu environ 10 drachmes. Thémistocle les convainquit plutôt d'investir le tout dans la construction d'une flotte de navires de guerre. Grâce à cet argent, Athènes construisit 200 trirèmes. Cela augmenta leur puissance navale 20 fois presque du jour au lendemain. Ces navires n'étaient pas de simples bateaux de pêche plus grands avec des soldats à bord. Une trirème était une plateforme d'armes sophistiquée. Elle mesurait 120 pieds de long. Elle était propulsée par 170 rameurs disposés sur 3 niveaux. Elle était capable d'éperonner les navires ennemis avec une proue à pointe de bronze. Cette proue pouvait transpercer les coques en bois comme une lance à travers la chair. Mais les navires étaient inutiles sans équipage entraîné. En 483 avant Jésus-Christ, la plupart des Athéniens étaient des agriculteurs et des marchands qui n'avaient jamais touché une rame. Alors Thémistocle fit quelque chose de révolutionnaire. Il ouvrit le service naval aux têtes, la classe la plus pauvre des citoyens athéniens qui ne pouvaient pas se permettre l'armure nécessaire pour combattre en tant qu'hoplites. Il recruta même des esclaves. Il leur promit la liberté s'ils combattaient. Au cours des 3 années suivantes, des dizaines de milliers d'hommes s'entraînèrent sans relâche.
Ils apprirent à aramer en parfaite synchronisation. Ils apprirent à exécuter les manœuvres complexes qui pouvaient transformer une trirème d'une cible statique en une arme mortelle. Lorsque les Thermopylées tombèrent et que l'armée perse marcha vers le sud, Thémistocle activa un plan si audacieux qu'il frôlait la folie. Il ordonna l'évacuation complète d'Athènes. Chaque citoyen, chaque femme, chaque enfant, chaque personne âgée devait partir. Ils ne prendraient rien d'autre que ce qu'ils pouvaient porter. La ville serait abandonnée aux Perses. Le 1er septembre 480 avant Jésus-Christ, une flotte de petits bateaux commença à transporter toute la population d'Athènes. Environ 200 000 personnes furent emmenées vers les îles voisines de Salamine et d'Égine. D'autres furent emmenées vers la ville de Trézène, sur le Péloponnèse. Imaginez le chaos. Des familles déchirées dans la cohue, des citoyens âgés refusant de quitter leur maison, des enfants pleurant alors qu'on les traînait vers les quais, des animaux domestiques errant dans les rues vides. En quelques jours, Athènes devint une ville fantôme. Lorsque l'armée de Xerxès arriva le 21 septembre, elle trouva une ville déserte. Enragé, le roi perse ordonna qu'Athènes soit incendiée. L'acropole, avec ses anciens temples, fut mise à sac. Le Parthénon, qui ne serait pas reconstruit avant 50 ans, partit en flammes. Depuis l'île de Salamine, à seulement 1 mille de la côte, les réfugiés athéniens regardèrent leur ville mourir. Mais pendant qu'Athènes brûlait, Thémistocle tendait un piège. Il avait convaincu les amiraux grecs de rassembler leurs flottes dans les détroits de Salamine. Ce canal étroit mesurait à peine 1 mille de large, à son point le plus étroit. La flotte perse surpassait largement les Grecs en nombre. Elle comptait 1207 navires de guerre contre 371. Mais Thémistocle comprenait quelque chose de crucial sur la guerre navale que les Perses ignoraient. En pleine mer, la plus grande flotte perse, avec ses marins phéniciens et égyptiens plus expérimentés, aurait submergé les Grecs par son nombre et sa supériorité en navigation. Mais dans les détroits étroits de Salamine, ces chiffres devenaient un désavantage. Les Perses ne pouvaient pas manœuvrer. Ils ne pouvaient pas utiliser leur tactique supérieure. Ils seraient forcés de combattre navire contre navire, où la discipline et le désespoir grec pouvaient égaliser les chances. Le problème était de convaincre les autres commandants grecs, en particulier les Spartiates, de rester et de se battre. Le conseil de guerre qui se réunit à Salamine la nuit du 22 septembre fut un désastre. L'amiral spartiate Eurybiade voulait se retirer vers l'isthme de Corinthe. Il voulait protéger le Péloponnèse, abandonnant Athènes et ses alliés. Le commandant corinthien Adeimantus accusa ouvertement Thémistocle de n'avoir aucun droit de parler, puisque Athènes n'existait plus en tant que ville. Les récits rapportent que Thémistocle menaça de charger tous les Athéniens sur les trirèmes. Il aurait alors navigué vers le sud de l'Italie pour fonder une nouvelle ville. Cela aurait laissé le reste de la Grèce sans défense. Le conseil se dissout dans le chaos. Cette nuit-là, alors que l'alliance grecque était sur le point de s'effondrer, Thémistocle joua son coup de maître. Il envoya son serviteur le plus fidèle, un homme nommé Sicinus, au camp perse. Sicinus était porteur d'un message pour Xerxès. Sicinus prétendit faire défection et apporta des renseignements. Il déclara que la flotte grecque prévoyait de s'échapper cette nuit même. Si Xerxès agissait rapidement, il pourrait les piéger dans les détroits et les détruire entièrement. C'était une fabrication complète, mais Xerxès la crut. Il ordonna immédiatement à sa flotte de bloquer les 2 sorties des détroits de Salamine. À l'aube du 23 septembre, la marine persée s'était mise en position. Elle bloquait tout échappatoire. Les commandants grecs se réveillèrent sentés pour se retrouver piégés exactement là où Thémistocle les voulait. Ils n'avaient plus d'autre choix que de se battre. Le 24 septembre 480 avant Jésus-Christ se leva clair et calme. Xerxès fit ériger un trône d'or sur les pentes du mont Égaléos. Ce trône surplombait les détroits. De là, il pouvait regarder sa marine anéantir les Grecs.
Des scribes étaient prêts à enregistrer les noms des capitaines qui se battaient avec une valeur particulière. La flotte perse commença à bouger aux premières lueurs de l'aube. En tête de la ligne perse se trouvaient les Phéniciens. Ils étaient positionnés sur l'aile droite avec environ 300 navires. C'étaient les meilleurs marins de la marine de Xerxès. C'étaient des hommes qui avaient grandi sur la mer. Leur grand-père Mossil avait navigué en Méditerranée quand les Grecs apprenaient encore à construire des navires de guerre corrects. Sur l'aile gauche perse se trouvaient en 200 trirèmes égyptiennes, également expérimentées. Le centre tenait le reste. Il y avait des Chypriotes, des Ciliciens, des Pamphyliens et un escadron de Grecs ioniens. Ces Grecs avaient été forcés de servir les Perses. Alors qu'ils entraînent dans les détroits, la brise matinale qui soufflait typiquement dans le chenal commença à se lever. Elle créait des houles qui faisaient moins tanguer les navires. La flotte grecque attendait dans les hauts fonds près du rivage de Salamine. Elle était disposée en formation de croissant. Sur l'aile gauche se trouvaient 16 navires de Sparte et des cités péloponnésiennes. Ils étaient sous le commandement d'Eurybiade. Au centre, le contingent athénien comptait 180 trirèmes. Elles étaient sous le commandement direct de Thémistocle et représentaient de loin la plus grande partie de la flotte grecque. Sur l'aile droite se trouvaient les alliés restants. Il s'agissait de navires d'Égine, de Mégare, de Corinthe et d'une douzaine de cités plus petites, totalisant 175 vaisseaux. Selon le dramaturge grec Eschyle, qui combattit réellement lors de la bataille, les Grecs entonnèrent un chant de guerre. Ce péant aux dieux retentit sur l'eau, donnant du courage aux rameurs terrifiés. Puis, Thémistocle donna l'ordre. La flotte grecque commença à reculer, simulant une retraite paniquée vers le rivage de Salamine. Les Perses, voyant leur ennemi fuir, s'élancèrent en avant. Ce fut le moment où le piège se referma. Alors que la flotte perse s'engouffrait dans les détroits étroits, les navires se pressant les uns contre les autres, leur formation se désintégra. Les vaisseaux phéniciens de tête, poussés par l'orgueil de la compétition et sachant que Xerxès les observait, prirent de l'avance sur leur soutien. Pendant ce temps, la brise matinale s'était renforcée pour devenir un vent modéré. C'est à ce moment que la différence de conception des navires devint cruciale. Les navires de guerre perses, construits par les Phéniciens et les Égyptiens, flottaient haut sur l'eau. Leurs ponts plus élevés pouvaient accueillir davantage de marins et d'archers. Les trirèmes grecques étaient plus basses, avec moins de poids au-dessus de la ligne de flottaison. En mer calme, cela faisait peu de différence. Cependant, dans les eaux agitées qui tourbillonnaient dès maintenant dans le détroit, les navires bien des Perses aux flancs hauts commencèrent à rouler. Ils gîtaient dangereusement à chaque vague, tandis que les navires grecs restaient stables. Soudain, alors que la ligne de front phénicienne arrivait à moins de 200 yards du rivage de Salamine, les Grecs cessèrent de battre en retraite. Chaque navire tourna simultanément. Les rames se levèrent et retombèrent en parfaite synchronisation. Puis, ils chargèrent. La première collision aurait impliqué un navire athénien commandé par un homme nommé Aminias. Il lança l'éperon de bronze de sa trirème directement dans le flanc d'un navire amiral phénicien. La coque en bois se brisa avec un bruit de tonnerre. L'eau s'engouffra dans le navire perse, l'entraînant en moins d'une minute. Son équipage de 200 hommes criait alors qu'il était entraîné sous l'eau par son armure et ses armes. Tout au long de la ligne grecque, les trirèmes avançaient à pleine vitesse d'éperonnage. Leurs prouées de bronze perçaient les coques ennemies. Les Perses tentèrent de reculer pour avoir de l'espace de manœuvre. Mais ils ne purent pas, derrière eux, d'autres navires perses continuaient de s'engager dans le détroit. Ils ignoraient la catastrophe qui se déroulait devant eux. Des navires entrèrent en collision avec leurs propres alliés. Les rames se brisèrent comme des brindilles alors que les trirèmes s'écrasaient les unes contre les autres. En quelques minutes,
Le chenal étroit était devenu une mêlée confuse de navires brisés et d'hommes noyés. Sur l'aile droite perse, le désastre se transforma en catastrophe. Les Phéniciens, aussi élites fussent-ils, se retrouvèrent piégés contre le rivage de Salamine. Les navires grecs les assaillaient de front et leur propre flotte bloquait toute retraite. La reine Artémise d'Halicarnasse, une des rares femmes commandantes de Xerxès et d'une navigatrice expérimentée, réalisa que la bataille était perdue dès la première heure. Selon Hérodote, elle s'échappa en éperonnant et en coulant un navire perse. Elle convainquit ainsi les Grecs qui la poursuivaient qu'elle était de leur côté. Ce récit pourrait être de la propagande, mais il illustre le chaos. Les Perses ne pouvaient distinguer amis et ennemis dans le fracas du bois qui volait en éclats et des hommes qui criaient. Au milieu de la matinée, la discipline perse s'était complètement effondrée. Les capitaines de navires abandonnaient leurs vaisseaux. Ils sautaient à l'eau en armure complète, se noyant dans quelques secondes. Les Grecs, se battant pour leur propre survie, ne montrèrent aucune pitié. Lorsque les fantassins perses tentèrent de nager vers les rivages rocheux, des soldats grecs les attendaient. Ils étaient armés de lances et d'épées, et ils rougissaient les hautes fontes de sang. Vers midi, le centre perse tenta désespérément de percer la ligne grecque. Un escadron de 40 trirèmes égyptiennes, parmi les meilleurs de la flotte de Xerxès, forma un coin. Il fonça directement sur le centre athénien. Pendant un instant, elles parvinrent à percer, créant une brèche dans la formation grecque. C'est ici qu'Aristide entre en scène. Il était un général athénien et rival politique de Thémistocle, ostracisé d'Athènes 2 ans plus tôt. Mais lorsque la guerre éclata, Aristide était revenu pour combattre pour sa ville, mettant de côté ses griefs personnels. Menant une force d'hoplites qui avait été stationnée sur une petite île appelée Psyttaleia, Aristide lança un assaut amphibie. Ses hommes rament jusqu'à la bataille dans de petites embarcations et abordèrent les navires, sabrèrent les navires égyptiens. Les combats furent au corps. Corps, brutaux et intenses, Aristide lui-même aurait tué 3 capitaines ennemis en combat singulier. En moins d'une heure, chaque navire égyptien ayant tenté la percée fut soit coulé, soit capturé. Leurs équipages étaient morts ou réduits en esclavage. Au milieu de l'après-midi, la bataille s'était transformée en déroute. Les navires perses fuyaient vers le large. Cependant, les Grecs les poursuivaient comme des loups chassant des cerfs blessés. Les navires éginiens, positionnés sur l'aile droite grecque, avaient été tenus en réserve précisément à cet effet. Alors que les vaisseaux perses tentaient de s'échapper vers l'est, les Éginiens se jetèrent sur eux. Selon les récits anciens, le capitaine égénien Polycrite aborda même le navire amiral royal de Xerxès. Il fut repoussé par les gardes du corps du roi perse. Le massacre continua jusqu'au coucher du soleil. Lorsque l'obscurité mit fin aux tueries, le détroit de Salamine était encombré de débris. On y trouvait des rames brisées, des voiles déchirées, des mâts cassés et des corps. De très nombreux corps jonchaient les eaux. Hérodote affirme que les Persés perdirent 200 navires ce jour-là. Cependant, les historiens modernes estiment que le chiffre réel était plus proche de 300, peut-être 400 vaisseaux détruits ou capturés. Chaque navire transportait environ 200 hommes. Cela signifie qu'entre 40 000 et 80 000 Perses périrent dans ses bois et dans ses eaux étroites. Les Grecs perdirent exactement 40 navires. Leurs pertes totales s'élevèrent à environ 8 000 hommes. Ce fut l'une des victoires navales les plus écrasantes de l'histoire militaire. Depuis son trône doré sur le mont Égialé, Xerxès avait vu sa marine détruite en un seul après-midi. Les récits anciens affirment qu'il déchira ses robes royales, pris de fureur et de désespoir. Cette nuit-là, craignant que les Grecs ne naviguent vers
navigue vers l'Hellespont et ne détruise son pont de bateaux, piégeant son armée en Europe, Xerxès prit une décision. Cette décision choqua ses commandants. Il ordonna à la flotte de battre en retraite immédiatement pour protéger la voie d'évacuation. Les 800 navires restants fuirent pendant la nuit. Ils abandonnèrent l'armée qu'ils étaient venus soutenir. Mais Xerxès alla plus loin. Incapable de ravitailler sa massive force terrestre sans soutien naval et ne voulant pas risquer sa propre personne en territoire hostile, le roi perse décida de retourner en Asie avec la moitié de son armée. Il laissa son général Mardonius avec le reste, soit peut-être 100 000 hommes, pour continuer la campagne. La puissante force d'invasion qui avait terrifié le monde méditerranéen entier était en train de se fracturer. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à Salamine. Ce que trop de récits de cette bataille ignorent, c'est que la guerre continua pendant une année entière. Mardonius passa l'hiver de 480 à 479 avant Jésus-Christ en Thessalie. Il reconstruisit ses forces et tenta de diviser l'alliance grecque par la diplomatie et la corruption. Il offrit même de reconstruire Athènes aux frais des Perses si les Athéniens changeaient de camp. Ils refusèrent cette offre. Au printemps de 479 avant Jésus-Christ, Mardonius marcha de nouveau vers le sud. Pour la deuxième fois, Athènes fut évacuée et incendiée. Le général perse occupa la ville pendant 2 mois avant qu'une armée grecque ne se rassemble finalement pour le défier. Le 27 août 479 avant Jésus-Christ, près de la ville de Platée, 40 000 hoplites grecs sous commandement spartiate affrontèrent 100 000 soldats perses. Ce fut la plus grande bataille terrestre de la guerre. La bataille de Platée fut brutale et confuse. Elle se déroula sur un terrain accidenté qui annula l'avantage de la cavalerie perse. Mardonius lui-même mena une charge contre la ligne spartiate et fut tué par un soldat spartiate nommé Aïmnestus. Il fut frappé à la tête par une pierre. Avec la mort de leur commandant, le moral perse s'effondra. Les hoplites grecs, dont l'armure lourde et les longues lances se révélèrent bien supérieures au corps à corps, massacrèrent les Perses en fuite. Hérodote prétend que seulement 3 000 hommes de l'armée de Mardonius s'échappèrent vivants. Cependant, ceci est certainement une exagération. Ce qui est indéniable, c'est que la puissance perse en Europe fut brisée à jamais. Le même jour que Platée, d'après les sources grecques, la flotte grecque remporta une autre victoire éclatante à Maïkal, sur la côte d'Asie mineure. Elle détruisit les restes de la marine de Xerxès, qui avait survécu à Salamine. Les Perses perdirent environ 20 000 hommes à Mycale, lorsque les Grecs prirent d'assaut leurs navires échoués et leurs camps fortifiés. En 24 heures, la Perse avait perdu à la fois son pied en Europe et sa suprématie navale en mer Égée. Les décennies suivantes virent un renversement complet des fortunes. Les cités-États grecques, unies sous le commandement athénien au sein de ce qui fut appelé la Ligue de Délos, passèrent à l'offensive. Entre 478 et 450 avant Jésus-Christ, les forces grecques libérèrent des dizaines de villes du contrôle perse. Elles chassèrent les garnisons perses des îles de la mer Égée, de la côte d'Asie mineure, et finalement même de Chypre et d'Égypte. Le trésor perse, qui avait financé l'invasion en s'attendant à piller les richesses de la Grèce, saigna plutôt de l'or en payant d'interminables campagnes défensives. Xerxès lui-même devint de plus en plus paranoïaque et reclus. Il fut finalement assassiné par son propre garde du corps en 465 avant Jésus-Christ. Son empire ne retrouva jamais sa gloire d'antan. En 449 avant Jésus-Christ, la Perse fut contrainte de signer la paix de Callias. Elle reconnut officiellement l'indépendance grecque et abandonna toutes ses revendications sur la mer Égée. L'empire qui avait semblé inarrêtable en 480 avant Jésus-Christ avait été définitivement paralysé par le désastre de Salamine et ses conséquences. Soyons absolument clairs sur ce que Salamine a accompli.
Ce ne fut pas seulement une victoire militaire. Si les Perses avaient gagné, si le stratagème de Thémistocle avait échoué, la civilisation occidentale telle que nous la connaissons serait restée à l'état embryonnaire. Athènes, le berceau de la démocratie, aurait été définitivement effacée. Les écoles philosophiques où Socrate aurait enseigné, où Platon aurait fondé son académie, où Aristote aurait instruit Alexandre le Grand, tout cela n'aurait jamais existé. Les festivals dramatiques où Eschyle, Sophocle et Euripide ont joué leurs pièces, établissant les fondations du théâtre occidental, auraient été remplacés par des pratiques culturelles perses. La révolution scientifique qui nous a donné la médecine hippocratique, la géométrie euclidienne et la physique aristotélicienne auraient été étouffées dans son berceau. Les idéaux démocratiques qui ont inspiré la République romaine, les Lumières et la démocratie moderne elle-même seraient morts avec Athènes. Si vous en doutez, considérez ce qui est arrivé aux autres cultures conquises par les Perses. Babylone, autrefois le centre intellectuel de la Mésopotamie, passa des siècles comme une arrière-cour provinciale. L'Égypte, avec ses milliers d'années de civilisation continue, devint simplement une autre province perse. Ses temples furent pillés et ses prêtres soumis à des maîtres étrangers. Ce n'étaient en pas des génocides au sens moderne du terme. Cependant, il s'agissait d'extinction culturelle. Le caractère unique de ces civilisations fut progressivement érodé et remplacé par la culture impériale perse. La Grèce aurait subi le même sort. Sans Salamine, il n'y aurait pas de Parthénon, pas de République de Platon, pas de conquête alexandrine diffusant la culture grecque jusqu'en Inde. Le concept même de démocratie citoyenne, encore révolutionnaire 2500 ans plus tard, aurait été une expérience oubliée. Elle aurait été écrasée sous l'autocratie perse. Le mérite de ce miracle revient à Thémistocle. Sa vision stratégique a rendu la victoire possible. Il a insisté pour construire une marine. D'autres voulaient des paiements immédiats des mines d'argent. Son audacieuse évacuation d'Athènes a sauvé la population. Cela a libéré les Athéniens pour combattre sans se soucier des otages. Il a manipulé l'alliance grecque et Xerxès lui-même. Il a poussé les deux camps vers la bataille qu'il désirait. Il l'a voulu sur un terrain choisi par lui. Les circonstances favorisaient les forces grecques et exploitaient les faiblesses perses. Après la guerre, Thémistocle a continué de défendre la puissance navale athénienne. Il a supervisé la fortification du port d'Athènes au Pirée. Il a également construit les longs murs reliant la cité à la mer. Sa vision a transformé Athènes. Elle s'est passée d'une puissance régionale à un empire maritime. Cet empire dominerait la Méditerranée pendant des dizaines d'années. Mais les véritables héros de Salamine étaient les 62 000 marins et fantassins grecs. Ils ont ramé au combat ce matin de septembre. Ils savaient qu'ils allaient probablement mourir. Des fermiers athéniens ont appris à ramer. Pourtant, ils n'avaient jamais vu l'océan 3 ans auparavant. Des marchands corinthiens ont quitté leurs affaires pour manier les rames. Des hoplites spartiates ont combattu à bord des navires. Toute leur tradition militaire était pourtant basée sur la guerre terrestre. Des esclaves ont gagné leur liberté avec leur sang et l'eau de mer. Ces hommes ont affronté la plus grande marine jamais assemblée dans le monde antique. Ils l'ont détruite par la discipline, le courage et une détermination désespérée. Ils n'ont pas combattu pour la conquête ou le pillage. Ils se sont battus pour leur survie. Ils l'ont fait pour leur famille, regardant depuis la côte de Salamine. Ils ont également combattu pour leur ville en cendres et leur mode de vie. Lorsque la bataille a été gagnée, le dernier navire perse s'est enfui. Les détroits étaient remplis de morts ennemis. Ils ont ainsi assuré que la civilisation occidentale aurait une chance de se développer et de s'épanouir. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette exploration approfondie. C'est l'une des batailles les plus importantes de l'histoire. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi en la recherchant, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Aidez-nous à atteindre 1000.
J'aime au cours des 24 prochaines heures. Abonnez-vous si vous souhaitez plus d'histoires. Elle raconte maintes et comment de petites forces ont vaincu des empires apparemment inarrêtables. Elles l'ont fait grâce à des tactiques brillantes et une pure détermination. Je veux avoir votre avis dans les commentaires. Quelle bataille historique devrions-nous couvrir ensuite? Êtes-vous intéressé par davantage de guerres navales antiques ou devrions-nous passer à l'âge de la voile? Peut-être souhaitez-vous entendre parler de batailles terrestres? Des commandants de génie y ont surmonté des obstacles impossibles. Faites-le-moi savoir ci-dessous. L'histoire de Salamine nous rappelle que les chiffres ne décident pas toujours de la victoire. L'intelligence et le courage peuvent triompher de la puissance brute. Une seule journée peut changer le cours de l'histoire humaine pour des milliers d'années. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous poser des questions. Continuez à apprendre. Et rappelez-vous que l'impossible n'est impossible que jusqu'à ce que quelqu'un le réalise.